Pour continuer de faire fonctionner ces mécaniques aussi simples que capricieuses, il faut de l'expérience et un certain savoir-faire local que l'on ne trouve pas dans les manuels de mécanique. Formé comme beaucoup à l'usine, Anatoly est aujourd'hui à son compte et il se fait appeler le chirurgien. Je suis comme un chirurgien. C'est comme ça qu'on m'appelle ici. N'importe quel bruit suspect dans un moteur et je sais ce qu'il faut faire. Et c'est très simple en fait. Pourquoi tout Irbit vient me rendre visite? Même les jeunes. Tonton Anatoly, est-ce que tu veux bien me régler le carburateur, me réparer le démarreur? Et moi, je leur fais. Je leur répare leur carburateur. Enfin, tant que c'est possible. J'avais 10 ans ou 11 ans et je voulais absolument savoir comment marchaient les moteurs. Ça m'obsédait. Et j'avais un oncle qui réparait sa moto. Chaque jour, je me rendais chez lui, mais il me disait « Va-t'en, je n'ai pas de temps pour toi, laisse-moi travailler ». Mais moi, j'insistais, et il a fini par céder. Il a fini par me montrer des choses. C'est comme ça que j'ai appris. Et après, j'assemblais les moteurs à l'usine, comme un chirurgien. Vassili Ivanovitch, c'est quoi le problème? La boîte de vitesse qui marche pas. Une vitesse qui saute. Mais comment est-ce que vous faites ça? Bon, on va regarder. Je pousse d'abord la bouteille de vodka. Il faut surtout pas la renverser. Pour dire la vérité, Oural, on n'aime pas tant que ça, parce qu'elle demande beaucoup de travail. Si t'es pas vraiment doué de tes mains, tu ne pourras pas la faire marcher. Il y en a qui savent juste mettre de l'huile et du gasoil, mais ça ne suffit pas pour la faire fonctionner. Je travaille ici depuis 40 ans. J'ai appris à tout faire ou presque dans cette usine. C'est un travail pour un mec. C'est difficile. C'est vraiment un boulot d'homme que je fais là. Les gens gagnaient correctement leur vie sous l'Ancien Régime. Et ils pouvaient s'offrir ces motos. Moi-même, j'en avais une. On s'en servait tout le temps dans ma famille. À présent, les salaires ont beaucoup baissé. Déjà qu'on n'a jamais été riche dans cette région du pays, mais la chute du régime soviétique nous a achevés. Enfin, je suis quand même fière qu'elles partent à l'étranger, nos motos, et qu'elles y soient appréciées. Mais j'aimerais qu'on puisse nous aussi en profiter. Andrei a commencé à l'usine à 17 ans. Il est aujourd'hui ingénieur en chef et se souvient bien de cette période dite d'ouverture, où la Russie, en 1991, s'ouvrait brusquement au reste du monde, du jour au lendemain jeté dans l'économie de marché.
L'effondrement de l'URSS a provoqué l'arrêt de l'usine pendant une année. Mais les stocks de l'usine étaient pleins de motos neuves. On s'est donc mis à échanger nos motos contre toutes sortes de choses dont on avait un besoin vital. Des produits alimentaires, de l'huile, même du pain. Et comme il n'y avait plus d'argent dans le pays, qu'on ne pouvait pas payer les salaires, on a aussi essayé de nourrir les ouvriers. Ensuite, on a compris que la seule solution pour réouvrir notre usine et sauver un jour la marque, ce serait d'exporter. Au début des années 90, le marché extérieur s'impose comme la seule perspective d'avenir pour la marque Ural. 2 décennies plus tard, le salut se trouve plus que jamais à l'ouest, grâce à l'engagement et à la ferveur de petits distributeurs de plus en plus isolés. Des amoureux qui sauront parfois s'armer de patience et faire preuve de compréhension pour faire vivre la légende. C'est vrai qu'il est assez difficile d'avoir une Ural en France et même en Europe. Déjà, Irbit ne fait pas de stock, ne peut pas faire de stock à cause du coût des matériaux, du coût de la fabrication. Donc, il travaille un petit peu à la demande. Et la demande, c'est nous qui la créons, les concessionnaires. Donc c'est difficile d'avoir une Ural en France et en Europe. Mais par contre, ça vaut vraiment la peine. C'est un concept qui est unique. On attend, elle se fait désirer. Je me demande d'ailleurs si les Russes ne sont pas un petit peu aussi en même temps, freinent un peu la production pour provoquer le désir en fait. Voilà. L'usine à Irbit, comment elle se porte en côté production? Est-ce que ça se passe bien? C'est très difficile. Il y a des mois de production à 2 machines. Il y a des mois de production à 30 machines, 40 machines. C'est très aléatoire. Pourquoi? Parce que cette année 2008 a été difficile pour l'usine. Et il y a eu une augmentation des aciers de 80%. 80%, c'est énorme, hein. Il y a eu des augmentations de salaire de 20% en 2008. Et en fait, pour avoir de bonnes relations avec l'Europe, les Russes ont dû se mettre à jour au niveau écologique, ce qui leur a coûté une fortune au niveau de l'usine. C'est pour ça que les Ural ont pris 10% de prix, mais c'est rien par rapport à ce qu'ils ont endossé vraiment. Hein, alors ils se demandent s'ils vont continuer ou pas, mais enfin ça fait 3 ans que ça dure. Je veux dire, donc ça va continuer parce que c'est un concept qui ne peut pas s'arrêter. C'est impossible. C'est impossible. Témoins d'une époque où l'on échangeait des sidecars flambant neufs contre quelques denrées alimentaires, ce sont essentiellement ces machines qui sillonnent encore les rues d'Irbit. Les habitants ont su conserver ces cadeaux peu communs et en ont fait un outil indispensable de la vie quotidienne, entre nostalgie de l'ancien régime et attachement à la tradition locale. Un compagnon en tout cas fidèle et sûr, un engin que l'on croit volontiers doué d'une âme et qui fait que la vie à Irbit n'est pas tout à fait comme ailleurs en Russie. Я работал в 171-м цехе. Это уже окончательная сдача мотоциклов на сбыт. J'ai travaillé de longues années à l'usine. J'étais le chef de l'équipe qui s'occupait de la livraison de nos motos. À l'époque, l'usine nous offrait pratiquement les motos, car les salaires n'arrivaient plus. Mais on ne manifestait pas. On comprenait la situation. C'était très difficile. C'est ici que les gens du quartier vont chercher leur eau. C'est le seul endroit où on peut la boire. Elle est très bonne. On s'en sert pour faire notre thé, notre café, pour se faire de bonnes soupes. Tout le monde vient se servir ici, tous les jours, et ceux qui n'ont pas de moto, ils n'ont plus qu'à la porter. Avant, comme beaucoup à l'époque,
J'avais un cheval, mais il fallait beaucoup s'en occuper. Il fallait le nourrir, lui donner beaucoup de foin, beaucoup d'avoine, pour qu'il soit en forme et qu'il puisse bien travailler. Pour ma moto, un peu d'huile et un peu de gasoil suffisent. Et ça, pour faire marcher 36 chevaux. Et je peux la charger avec n'importe quoi. Elle porte énormément de choses. Le cheval aussi, mais tu le vois souffrir, le pauvre. Avec elle, je peux tout faire. Cette moto pèse 340 kilos. Et si je m'arrange bien, je peux lui faire porter son propre poids. Mais pour éviter les problèmes, je l'épargne quand même un peu.